Monsieur le Président du Consistoire israélite, Monsieur le Vicaire général, Messieurs les rabbins, Monsieur le Président de l'association Memo Shoah, Mesdames, Messieurs les représentants des associations partenaires, chers invités d'honneur, Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au concert en mémoire des victimes de la Shoah, ici au Conservatoire de la ville de Luxembourg. Quand le président de l'association Memo Shoah, M. Henri Judas, m'a rendu visite il y a à peu près 6 mois, nous nous sommes très vite mis d'accord non seulement sur le principe d'organiser le concert ce soir au Conservatoire de la ville, mais surtout de souligner à quel point honorer la mémoire et transmettre cette mémoire vers les générations futures est un des messages importants de ce jour, de cette soirée. Quand la mémoire devient conscience, la transmission des valeurs qui nous sont chères, la transmission de cette mémoire est une manière juste de contribuer de façon active et pour le conservatoire d'une façon pédagogique au logo, au slogan de Memo Shoah, plus jamais comme ça. Ces valeurs sont très proches, voire identiques à celles que nous enseignons jour par jour à nos 3150 jeunes talents ici au conservatoire. En dehors du conservatoire même, l'exposition Between Shade and Darkness rend hommage aux victimes, certes, mais aussi un acteur de transmission pour nos élèves. Mesdames, Messieurs, le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli. Il s'agit là d'une citation d'Elie Wiesel, une citation qui souligne notre présence ce soir. Ne pas oublier, documenter, sensibiliser les générations à venir, c'est notre devoir à tous. Le 27 janvier est le symbole d'une période noire de notre histoire. La journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette journée mondiale existe depuis 10 ans et la date symbolique choisie est celle de la libération du camp de concentration d'Auschwitz. Cette connotation de libération laisse aussi place à l'espoir. L'espoir que l'on puisse mettre fin à l'intolérable, oui, à l'inimaginable. Mesdames, Messieurs, le sort de la population juive au Luxembourg lors de l'occupation nazie est d'actualité. Le rapport Artuso documente les éléments inconnus jusqu'à présent. Pour reprendre les mots du Premier ministre, et je cite, « Nous avions un miroir au grenier dans lequel nous n'avons pas osé regarder. » Fin de citation. Ces recherches sont importantes et il faut qu'un pays se penche sur l'histoire qui est la sienne. L'excuse que le gouvernement et la Chambre des députés ont présentée à la communauté juive au mois de juin l'année dernière en est la preuve. Les recherches ne s'arrêteront pas là, le gouvernement souhaite les faire avancer. Nous sommes réunis ce soir pour œuvrer contre l'oubli et nous le ferons en musique, un des plus beaux moyens pour accéder à l'intérieur le plus profond d'un homme. Je tiens à féliciter les responsables de l'initiative et je salue particulièrement le fait qu'une centaine de jeunes gens passionnés de musique soient associés à ce concert. La sensibilisation de la jeunesse est une des clés lorsqu'il s'agit de conserver la mémoire et de mettre en garde contre les dangers de l'intolérance et de la haine raciale. L'aspect pédagogique de cette journée de la mémoire est essentiel et le fait d'impliquer les enseignants et les élèves de l'enseignement secondaire et secondaire technique est primordial. Dans un contexte mondial de flux migratoires en raison des conflits existants, il est d'autant plus important de ne pas tolérer les clichés et les stéréotypes. Dans le cadre de la journée de la mémoire de l'Holocauste, l'exposition Between Shade and Darkness, le sort des Juifs du Luxembourg de 1940 à 1945, fera station dans divers établissements scolaires. Cette exposition aborde l'augmentation de l'immigration des Juifs, les premiers débordements antisémites, l'isolement progressif, les mesures d'exclusion, les fuites, les expulsions et dépossessions, les déportations et finalement les camps de concentration et la politique d'extermination.
Plus de 4000 juifs se trouvaient au Luxembourg au début de la Deuxième Guerre mondiale. Plus d'un tiers n'a pas survécu. Cette exposition itinérante a été élaborée par Memo Shoah et le Musée national de la résistance, musée que le gouvernement et la ville d'Esch-sur-Alzette comptent rénover et agrandir. Il jouera un rôle primordial dans l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs démocratiques. Les sujets d'actualité en relation avec le racisme, l'antisémitisme, les violations des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité y seront thématisés. Or, comme la mémoire parfois vacille et a tendance à perdre en contour, il faudra au-delà et à côté des expositions assurer le travail de mémoire. Pour ce faire, le gouvernement prévoit de mettre en place un comité pour la mémoire qui aura notamment pour mission de perpétuer la mémoire des événements de la Deuxième Guerre mondiale et qui constituera l'organe représentatif devant les autorités publiques de la résistance, de l'enrôlement forcé, des victimes de la Shoah et des victimes de la Deuxième Guerre mondiale en général. Il importe plus que jamais de condamner et combattre toute propagation de haine. Ensemble, mettons tout en œuvre pour que le mal absolu ne puisse ressurgir. Olivier Messiaen, les choses visibles et invisibles, les dimensions connues et inconnues, le monde matériel et spirituel, les puissances de lumière et les puissances des ténèbres, les grognements noirs de la monstrueuse bête de l'Apocalypse et les chants d'oiseaux.
on doit jouer, mais je voulais partager avec vous une partie de mes recherches qui concerne le compositeur qu'on va jouer tout à l'heure. Il s'agit d'un personnage exceptionnel et c'est pour ça que je vous invite de rechercher encore après ces quelques minutes que je vous dis quelques notes biographiques. Recherchez ce que vous trouvez et si vous trouvez plus que moi, mettez-moi au courant. Leone Senigallia est un compositeur oublié, alpiniste reconnu qui a légué son œuvre, les réminiscences de l'escalade dans les Dolomites, traduit aussi en anglais et édité en 1894 à Londres, aux amateurs de la montagne avec les explications détaillées des chemins de sa région préférée, de Cortina d'Alpezzo. Ces escalades de pics Croda di Lago et Monte Cristallo ont été premières jamais réalisées. Pendant qu'on l'a décrit comme « the first great Italian climber in the Dolomites », on écrit de ses compositeurs. Senigallia fut une figure noble d'artiste, pensif mais jamais relâché, sérieux mais pas isolé, lié de façon soudée à la tradition mais jamais étroitement misonéiste, aristocrate mais agréable et convivial. Né à Turin, via Maria Vittoria, il a été dirigé vers les études de droit par son père Abramo, mais la musique séduisante, comme elle est, gagna le cœur de jeune Leone et après ses études au lycée musical de Turin, il part à Milan où il cohabite avec grand compositeur lyrique Pietro Mascagni et commence son amitié avec Toscanini. Au milieu de 1895, après la mort prématurée de son père, il part en voyage qui le conduit à travers Amsterdam, Bruxelles, Munich et Berlin vers Vienne, où il avait l'intention d'étudier avec son idole, Johannes Brahms. Celui, n'ayant pas affinité pour l'enseignement, lui présente à Eusebius Maniszewski, qui venait d'obtenir la cathèdre pour la composition au conservatoire. Et Senigallia étudia avec lui durant 5 ans. Il sert son amitié à Vienne avec Gustav Mahler et Karl Goldmark. En 1901, il continue d'étudier avec Antonín Dvořák à Prague. Et l'œuvre que nous vous présentons ce soir est dédiée à Quatuor bohémien et le fruit de son travail durant son séjour dans cette métropole culturelle européenne. Une fois de retour à Turin, il commence son travail important de composition et en même temps, suivant les exemples de ses collègues, Bartók et Kodály, finalement aussi Dvořák, son prof, commence ses recherches ethnomusicologiques et découvre les richesses de la musique populaire de sa région natale, Piémont, pour laquelle il garde un grand amour. Pendant 30 ans, les œuvres de Senigallia ont profité d'une ample circulation au sol concertant, européen comme américain, intégrées dans le répertoire par les chefs prestigieux comme Tullio Serafin, Sir John Barbirolli, Wilhelm Furtwängler et surtout Toscanini, son ami connu déjà à Milan durant sa jeunesse. Gustav Mahler a choisi sa ouverture opus 32 pour son dernier concert à la tête de la New York Philharmonic. L'an 1938 a tout changé et Senigallia se trouve dans un isolement artistique imperméable aux nouvelles instances réformatrices qui animent le scénario musical européen. Les politiques raciales, avec conséquentes censures et discrimination antisémite établies par le régime fasciste, ont fait le reste. Senigallia, qui n'était pas seul, Aldo Finzi, Alberto Gentili, Enzo Massarani, Mario Castelnuovo Tedesco, avec lui, a été condamné de vivre en silence, pas seulement du point de vue créatif. Il a dû assister à la progressive disparition de ses œuvres, des salles de concert et à la destruction matérielle de sa musique imprimée, simplement parce qu'il est juif. À l'arrivée du Gestapo, dans son appartement, ce 6 mai 1944, seulement un coup de destin lui a substitué une déportation à Auschwitz par une syncope, suite à laquelle il est mort à l'hôpital Mauriziano à Turin. Merci.
Denket, ob dies ein Mann sei. Der schuftet im Schlamm. Che non conosce pace. Der Frieden nicht kennt. Der kämpft um ein halbes Che Brot. muore per un sì o per un no. Der stirbt auf ein Ja oder Nein. Considérez si c'est une femme. Que celle qui a perdu son nom et ses cheveux. Et jusqu'à la force de se souvenir. Les yeux vides et le sein nu. Comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Never forget that this has happened. N'oubliez pas que cela fut. Meditate che questo è stato. Vi comando queste parole. Remember these words. Engrave them in your heart. Gravez ces mots dans votre cœur. Ihr sollt
sollt über sie singen. Es sollen sein diese Worte in euren Herzen. Denket, dass solches bewegen. Colpitele nel vostro cuore. Repeat them to your children. Ihr solltet sie einstärken in euren Kindern. Ripetetele ai vostri figli. Répétez-les à vos enfants. Und immer diese Fragen. Regelmäßig erkundigte man sich über die Herkunft des Namens Carmel, machte sich Gedanken über seine richtige Schreibweise. Man grub das N aus, das durch ein N ersetzt worden war. Man stöberte das G auf, das von einem T verdrängt werden sollte. Und wenn ich zu Hause von solchen Mutmaßungen berichtete, wischte mein Vater sie mit einer Handbewegung beiseite. Sie hätten immer so geheißen, hämmerte er mir ein. Diese Selbstverständlichkeit duldet keinen Widerspruch. Möglicherweise weiß doch der Autor am besten, was und wie er es meinte. Er versteht den Text so, wie er ihn im Entstehen in sich fühlte. Jedenfalls, wenn er das Glück hat, zweisprachig und selber Übersetzer zu sein, weiß er genau, wie und ob er seinen Text in anderer Sprache erkennen würde. Er weiß, wie seine Innenbilder aussehen. Es geht darum, dass es derselbe Text bleibt. Es galt dem Ursprungstext so nahe zu bleiben wie nur möglich, ohne hineinzuinterpretieren, ohne den Text der Zielsprache mehr als möglich anzupassen. Und doch, durch den anderen Sprachklang, durch die anderen Sprachvorstellungen, ist es ein anderer Text geworden. Bei jeder Übersetzung aber bleibt ein Rest hängen. Es ist derselbe Text, dennoch wird er ganz anders, da die Zielsprache eine ganz andere ist. Meine Muttersprache war mir verboten worden. Und dennoch verwechselte ich sie nie mit den Verbrechen, die mittels ihrer begangen wurden. Dass keiner die Sprache eines anderen bestimmen kann, im Namen irgendeiner Zugehörigkeit. Jede Sprache gehört jedem. Es geht um die Übermittelbarkeit des Erlebten, das zwischen den Sprachen liegt, aber sich nur in der Sprache verwirklicht. J'ai essayé d'éviter les abstractions et de rapporter les réflexions à des choses vues. L'image, c'est-à-dire aussi la couleur, les parfums, les bruits, l'émissaire le plus fidèle du souvenir. J'ai dit souvenir et aussitôt je retire le mot. Quiconque est passé par la Shoah se méfiera du souvenir comme le feu. Pendant de nombreuses années, les gens de ma génération eurent la préoccupation de dissimuler leurs souvenirs, de les supprimer. Il fut impossible de vivre après la Shoah autrement qu'en réduisant la mémoire au silence. La mémoire devint notre ennemi. Les souvenirs se retrouvent habillés de mots. Les images étaient atroces et immenses, et les mots sont fragiles et impuissants. Le besoin d'habiller la mémoire devient plus fort avec le temps. Mes premières tentatives d'écriture furent des poèmes et une chronique. Mes premiers poèmes n'étaient rien d'autre que des hurlements étouffés, des appels au secours et des cris adressés à Dieu. Dans la chronique, j'essayais de décrire ce qui m'était arrivé après que j'avais été séparé de mes parents. Je m'efforçais d'être fidèle à mes souvenirs. La mémoire semblait contenir le plus important de ce que j'avais connu. Être fidèle à ce qui avait eu lieu était un impératif dont il n'était pas question de m'écarter. Mais comment s'y prendre? Car la mémoire elle-même se révéla l'ennemi de mes écrits. La mémoire,
en qui j'avais cru si fort, m'avait trompé. La mémoire compulsive s'empara de mes écrits et m'interdit l'accès à tout autre élément créatif. L'ennemi intérieur entravait mon écriture, il me fallut des années pour le comprendre. Ma mémoire compulsive disparut, et à sa place ou à ses côtés vinrent, l'un après l'autre, le sens de l'alternative, de la proportion, le choix des mots, tous les procédés dont l'artiste a besoin pour écrire. La question que j'avais désormais devant moi n'était plus « qu'est-il arrivé ?» mais « que faut-il qu'il arrive ?» Et pour tout artiste, c'est la vraie question. Sans la mémoire, pas de littérature. La mémoire, ce n'est pas seulement les faits, les choses vues, ou le relevé de leur emboîtement. C'est aussi la chaleur d'une émotion. La mémoire est sans aucun doute l'essence de la création. Le pouvoir de l'imagination créatrice ne réside pas dans l'intensité ni l'exagération, mais dans un nouvel agencement des faits. Il ne s'agit pas d'inventer des faits nouveaux, mais de les distribuer correctement. L'ordre rend visible l'idée de l'auteur. La vie dans la Shoah ne réclame pas d'images, ni de faits nouveaux et inventés. Cette vie était si riche qu'on en était saturé. La difficulté littéraire n'est pas d'empiler un fait sur un autre, mais de retenir les plus nécessaires, ceux qui abordent le cœur de l'expérience et non ses marges. La question est comment revenir à l'individu, en particulier dans une période où l'individu fut aliéné. Comment rendre à l'individu l'humanité et l'honneur dont il fut privé. Sans l'individu, il ne peut y avoir de sentiment ni de chaleur humaine. Tout glisse à la généralisation et à l'abstraction. Il me semble que le moment est venu de nous demander comment nous allons ramener l'expérience atroce dans le cercle de la vie. Nous devons faire passer l'expérience atroce de la catégorie de l'histoire à celle de l'art. Mon métier, qui m'a tenu à distance des abstractions, m'oblige au concret. Depuis qu'elle est devenue consciente d'elle-même, la littérature a été occupée par la tâche impossible d'unir le particulier au général. J'ai parlé d'émotion, mais je désire immédiatement retirer le mot. Ce n'est pas un hasard si les générations antérieures qui vivaient dans la tradition accordaient peu de valeur à l'émotion. Dans une génération où la solidité des convenances a été détruite, les émotions sont venues au premier plan. À cause de cette erreur prolongée tant d'années, chacune de nos pensées passa par la fournaise raffinée de la souffrance. Nous parlons de la Shoah en termes de souffrance physique, sans voir que la souffrance spirituelle n'était pas moins démesurée. Dans cette confusion, il n'y avait pas de place pour les mots et les questions. Ils apprirent donc très vite à ne pas demander. Les expressions silencieuses leur apprirent comment emprisonner la peur. On allait sans but. Personne n'osait demander ni quoi, ni comment, ni pourquoi. Les questions étaient interdites. Tout arriva dans une précipitation folle. On n'eut pas le temps d'être avec soi-même. Vous étiez sans mère ni père, privé de tout, jeté dans un monde étranger, sans fin. On se réfugia dans le silence. C'était notre souhait. Dormir des années, nous oublier nous-mêmes, être nés de nouveau. Alors, nous avons appris à garder le silence.
Ce n'était pas facile de nous taire, mais c'était pour nous tous la façon la plus simple de pouvoir nous en sortir. Car qu'y a-t-il, finalement, à raconter? Dans notre silence, il y avait également notre désir d'oublier. De cacher les souvenirs amers tout au fond de l'âme. Le désir était si fort que nous y parvînmes. Ni parler, ni raconter.
Mesdames, Messieurs, chers et peu nombreux rescapés des camps de la mort, et leurs familles, chers amis. Par une résolution intitulée « Mémoire de l'Holocauste », adoptée le 1er novembre 2005, l'Assemblée générale a décidé que les Nations unies proclameraient tous les ans le 27 janvier, date d'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Il serait très simple d'envisager cette cérémonie comme une tradition qui se serait instaurée au fil des ans, une institution routinière qui ronronnerait et dont, avec la disparition progressive des acteurs et des témoins, la signification profonde, elle aussi, s'estomperait dans le brouillard de l'oubli. Or, c'est tout le contraire d'un rituel répétitif et figé que nous devons attribuer à la symbolique de cet événement face à un autre rituel qui se répète régulièrement dans le temps. Secrétés par les souffrances sociales ou économiques, émergent à nouveau dans nos sociétés des mouvances extrêmes qui désignent à la vindicte publique leur bouc émissaire. Les lois de Nuremberg, marginalisées pour les détruire, les groupes qui ne répondaient pas à leurs normes, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les handicapés mentaux. La liste des cibles a changé, les méthodes sont restées. Et si nous sommes ici ce soir, c'est afin que les leçons de l'histoire ne s'estompent pas avec le temps, pour rappeler les 6 millions d'années qu'une idéologie démente a fait disparaître dans un enfer planifié, dans un massacre systématique, industrialisé et cauchemardesque. C'est l'avertissement que doivent scander chaque année, et les rares rescapés de cette époque, et ceux qui ont décidé de perpétuer la mémoire en disant clairement à leurs contemporains « rien n'est jamais acquis ». Et lorsque, avec notre génération, aura disparu tout un pan de la mémoire collective, doivent émerger de nouveaux déclencheurs d'alerte capables de détecter les signes précurseurs de nouvelles Shoah. C'est l'occasion de prévenir que nos démocraties sont fragiles et que nous ne sommes pas à l'abri d'une répétition de l'horreur. Oublier, c'est permettre aux mensonges de falsifier l'histoire et laisser libre place aux fossoyeurs, négationnistes et révisionnistes. Mais la sauvegarde de la mémoire n'est pas un but en soi. Elle est le terreau et le point de départ d'une immense réflexion sur les raisons, sur les idéologies qui ont permis la mise en place des mécanismes de la Shoah, afin d'identifier les prémices de ce qui pourrait lui ressembler, afin de nous y opposer, nous, de toutes nos forces. Et si nous savons aujourd'hui que si l'évocation de la Shoah doit être pérennisée par des monuments, par des mémoriaux et par des cérémonies comme celle à laquelle nous participons aujourd'hui, c'est obligatoirement par la pédagogie, par l'enseignement auprès des jeunes générations que doit s'instaurer la connaissance des mortelles dérives du passé afin de s'opposer à toutes les formes de crimes contre l'humanité. Que cette cérémonie de commémoration nous permette ce soir de rendre hommage aux victimes innocentes d'un système qui avait fait de la mort une industrie, à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont osé s'opposer à la mainmise de l'ennemi sur le territoire et sur les âmes, résistants ou réfractaires, à tous ceux, hommes et femmes, de toute confession, de toute croyance ou non-croyance, qui ont payé de leur liberté ou de leur vie, leur refus de s'incliner, aux enrôlés de force, aux prisonniers, aux déportés, comme à tous les autres qui de Sainte-Fontaine à Auschwitz, de Hinz à l'enfer, ont ensemble cheminé vers la souffrance et la mort. Avec votre présence ici ce soir, nous avons la preuve, nous avons l'assurance que la décision de l'Assemblée générale des Nations unies a trouvé l'écho que méritaient ses objectifs. La prise de conscience d'une nécessité de se souvenir afin de prévenir s'impose aujourd'hui à tous ceux dont la liberté de vivre et de penser librement est l'impératif absolu. Nous nous devons de remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à construire cette magnifique soirée. Monsieur Marc Myers, directeur du conservatoire,
et M. Henri Judas, président de Mémochois, qui en ont été les architectes. Tous les artistes qui se sont donnés et qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit les musiciens, professionnels ou élèves, le chœur de chambre, le chœur de garçons, l'orchestre symphonique du conservatoire sous la direction de M. Myers, les élèves des classes de musique et leurs professeurs, la section théâtre du conservatoire sous la direction de Mme Gaspard, ainsi que les techniciens et le personnel du conservatoire, sans oublier M. Frank Schroeder, qui est l'artisan de l'exposition Between Shade and Darkness. Il nous faut aussi remercier Mme la bourgmestre, les échevins et le conseil communal de la ville de Luxembourg, les forces de police qui ont mis en place un important dispositif, et last but not least, vous tous qui nous avez fait l'honneur et le plaisir de partager ce soir nos émotions. Merci.